Bonjour à tous. Je vais vous présenter aujourd'hui un article qui a été paru en juin 2021 dans le journal cardiovasculaire d'Amérique sur la lithotripsie, donc une des techniques de préparation endovasculaire des lésions calcifiées. Donc en introduction, les auteurs nous rappellent la problématique autour des lésions calcifiées qui, de par leur nature, sont déjà un facteur pronostic indépendant d'après la littérature de morbimortalité. Effectivement, les résultats à l'issue de la préparation et du traitement endovasculaire de ces lésions calcifiées restent encore mitigés, suboptimales, avec un risque de complications telles que la dissection, la perforation ou encore l'embolisation. Donc en quoi consiste la lithotripsie? C'est un ballon d'angioplastie sur lequel il y a 3 capteurs et qui vont envoyer des pressions pulsatives. Les résultats actuellement à court terme d'après la littérature sont plutôt favorables, avec un taux de sténose ou de dommage des vaisseaux qui est assez faible. Et actuellement, dans la littérature, il n'y a pas de préparation endovasculaire qui a prouvé sa supériorité par rapport à une autre entre angioplastie simple, lithotripsie ou artérectomie, par exemple. Donc là, c'est une petite vidéo pour montrer la lithotripsie. J'espère qu'elle marche. Bon, c'est en anglais, mais au moins, ça permet de voir un peu le matériel et voilà, comment ça se met en place. The Shockwave intravascular lithotripsy system creates pulsatile sonic pressure waves to modify calcium in a safe manner. It consists of a compact rechargeable generator, a simple connector cable, and an intuitive catheter, which houses an array of lithotripsy emitters enclosed in an integrated balloon. Through the localized delivery of lithotripsy, the IVL system minimizes trauma, optimizes outcomes, and simplifies procedures. In a standard technique, the IVL catheter is advanced and placed at the lesion using marker bands under angiography, with the integrated balloon expanded to subnominal pressure of 4 atmospheres by a mixed saline and contrast solution. The fluid within the fully opposed balloon acts as a coupler to facilitate efficient energy transfer of the sonic pressure waves into the vessel wall to reach the calcium. The generator produces 3 kilovolts of energy that travels through the connector cable and catheter to the lithotripsy emitters once per second. While other treatments can't differentiate between calcium and soft tissue, acoustic pressure waves pass through soft tissue to impact both intimal and medial calcium. With emitters along the length of the balloon, a localized field effect is created. A small electrical discharge at the emitters vaporizes the fluid within the balloon to create a rapidly expanding bubble that generates the sonic pressure waves and then collapses within a few microseconds. When the waves impact the calcium at nearly 50 atmospheres, they create a series of microfractures. After the calcium has been fractured, and trauma to the surrounding soft tissue has been minimized, the vessel becomes more compliant. Once lithotripsy has been completed, the operator can proceed with the preferred treatment strategy to optimize outcomes. Voilà, donc juste les choses à retenir, c'est que le support, notamment donc, pour le matériel, c'est du 0,14 et que donc il y a une première étape d'inflation à 4 atmosphères, puis après on peut inflater dès lors que les lésions calcifiées sont impactées, on peut inflater à 6 ou 8 atmosphères. Donc, l'hypothèse de nos auteurs actuels sont que la lithotripsie, c'est une des meilleures préparations pour les lésions calcifiées. Et donc, ils vont comparer les résultats en termes d'efficacité, mais aussi de sécurité pour des lésions calcifiées à l'étage fémoro-poplité entre un groupe qui va être préparé par l'hydrotripsie et un groupe qui va être préparé par l'angioplastie au ballon simple. Puis les deux groupes vont recevoir un traitement endovasculaire qui peut être soit un stent actif ou nul ou un ballon actif. Donc, on est dans un essai clinique randomisé, pluricentrique à 45 centres, et dont la randomisation s'étale sur 3 ans et 3 mois. On est en simple aveugle, c'est-à-dire que les patients ne sont pas au courant donc, de la préparation qu'ils ont bénéficiée. L'investigateur, lui, est au courant, mais ensuite, l'analyse, il y aura une analyse faite par les investigateurs, mais aussi une analyse indépendante, à la fois faite pour l'écho-doppler ou opératoire par un laboratoire indépendant et pour ce qui est des résultats per et post-opératoires par un comité clinique indépendant également.
Donc, on a inclus tous les patients, donc artériopathes, mais jusqu'à l'ischémie critique stade 4, d'après Rutherford. Donc, les lésions à l'étage fémoro-poplité, donc d'une sténose de plus de 70%, d'une longueur de plus de 18 cm, voire 10 cm seulement si c'était une occlusion, avec une artère référente de diamètre de 4 à 7 mm. Pour ce qui est de la classification, donc c'est d'après la classification TARC, que je rappelle juste là, qu'en gros, c'est que ça fait déjà plus de 180 degrés de la circonférence de l'artère au niveau de la plaque calcifiée. Donc là, c'est juste pour un peu schématiser comment le design de l'étude. Donc, on a inclus effectivement tous les patients, d'après ce que je viens de dire. Ensuite, donc, randomisation, un groupe lithotripsie, un groupe angioplastie simple. Au sein du groupe lithotripsie, une angioplastie avant l'insertion du matériel était autorisée. Donc ça, c'est l'étape de la préparation. Si après, à l'issue d'une première artériographie, il restait encore des critères pour une angioplastie supplémentaire, c'était autorisé. Donc les sténoses résiduelles, une dissection ou encore un gradient de pression trop important. C'est seulement à ce moment-là qu'on faisait, donc après cette angioplastie supplémentaire, une artériographie pour évaluer le critère de jugement principal, le succès de la préparation, qui comprenait soit une sténose résiduelle de moins de 30%, soit des dissections qui n'étaient pas limitées au niveau du flux. Et donc, après cette artériographie qui permettait d'évaluer le critère de jugement principal, on procédait au traitement selon si c'était nécessaire entre un stent ou un ballon actif. Il y avait des critères de décision. Donc, le critère de jugement principal, je viens d'en parler. Et les critères de jugement secondaire donc, étaient composites. Initialement, le design de l'étude, c'était pour un suivi sur 2 ans, avec une évaluation du critère de jugement secondaire à 1 an. Et là, actuellement, on a les résultats précoces de cette étude, donc à 30 jours. Donc, il y a à la fois une évaluation plutôt d'ordre clinique avec le Rutherford ou la Rutherford question clinique avec 2 tests, EQ5D ou la distance de marche parcourue, une évaluation hémodynamique avec l'ITS ou encore ce qu'on appelle le CDTLR, c'est la reprise endovasculaire qui est dirigée par une dégradation clinique des symptômes du patient. Comme je l'ai déjà précisé en introduction, c'est une étude qui s'intéressait aussi à la sécurité de l'emploi du matériel. Donc, on a aussi l'évaluation des événements majeurs indésirables, qui comprenaient donc, toute reprise chirurgicale, notamment les pontages, amputation majeure au-dessus de la cheville, thromboembolisation symptomatique ou encore la perforation des artères. Donc, on est dans un essai clinique randomisé, donc il y a un calcul du nombre de sujets nécessaires. Pour ce faire, donc, ils ont pris en compte à la fois le critère de jugement principal et le critère de jugement secondaire. Donc là, je ne vais pas tout repréciser, mais voilà, il y a la puissance de 80% et le risque à 4,5%. On rajoute au nombre de sujets nécessaires calculés un risque d'attrition, ce qui revient à 334 patients, mais les auteurs nous rappellent que c'est dans la période du Covid par rapport à la période d'inclusion, et qu'apparemment, en tout cas, ils n'ont pas pu obtenir plus de 306 patients. L'analyse statistique donc, a été réalisée en intention de traiter. Là également, il y aura des tests différents en fonction des variables qualitatives ou quantitatives. Ils ont procédé à quand même un test de Breslowdale pour connaître s'il y avait une hétérogénéité entre les différents centres. Et ils parlent d'une analyse en sous-groupe prédéfinie pour vraisemblablement étudier peut-être les facteurs pronostiques du succès de la préparation. Les résultats, donc, comme je précisais, il y a 306 patients qui ont été inclus, donc 153 dans chaque groupe. Dans ce diagramme de flux, on peut déjà voir que 9 patients au sein du groupe lithotripsie n'ont pas obtenu une artériographie permettant d'évaluer les critères de jugement principal et 20 au niveau du groupe angioplastie simple. Pour ce qui est des résultats, déjà en manière générale, donc l'âge moyen était de 72 ans dans l'étude globale, la majorité d'hommes avec 74%, majorité de claudicants avec seulement 7% d'ischémie critique, une classification dite sévère dans 86% avec une longueur moyenne de la lésion de 99 mm. Si on regarde dans les détails, il y a une seule variable qui était significativement différente entre les deux groupes, c'est la localisation. Donc, majoritairement, au niveau poplité, il y avait une différence au niveau de la localisation poplité. Il y en avait plus dans le groupe lithotripsie. Ensuite, c'est seulement en valeur absolue qu'on peut dire qu'il y avait plus de diabète au sein du groupe angioplastie, simple par un ballon simple. Et au sein du groupe lithotripsie, il y avait plus de taux d'insuffisance rénale chronique sans que ce soit différent. C'est 2 pathologies qui sont quand même associées à la calcification des artères. Ensuite, au niveau du diamètre, c'était plutôt degré de sténose,
c'était plutôt équivalent dans les deux groupes. Et il y avait un peu plus d'occlusion quand même totale au sein du groupe angioplastie au ballon simple. Et au niveau des calcifications, donc effectivement, c'était plus sévère légèrement au niveau du groupe angioplastie au ballon simple, sans que ce soit significatif. Donc, par rapport à notre critère de jugement, effectivement, là, il y a une différence significative. Le succès, donc, comme je disais, c'est la sténose résiduelle de moins de 30% ou une dissection qui n'était pas limitante, enfin, classe D. C'était en faveur de la lithotripsie, avec donc 65%, 66% à peu près de réussite. Ensuite, il y avait deux critères qui étaient en défaveur de la lithotripsie, c'est la durée de la procédure ou encore la fluoroscopie. Et par contre, après, c'était tout en faveur de la lithotripsie. Donc, la pression d'inflation était plus faible au sein du groupe lithotripsie. Il y avait moins de dissection et moins de sténose résiduelle importante. Et la nécessité de mettre en place donc, un stent ensuite était moins important au sein du groupe lithotripsie, de même que je ne vais pas préciser, je ne l'ai pas encadré, mais que les dilatations nécessaires supplémentaires. Donc là, c'est la même chose, mais un peu schématisé autrement. C'est surtout, ce qu'on peut dire, c'est que peu importe l'analyse, donc comme je disais en matériel et méthode, il y avait une analyse faite par les investigateurs, site reported, qui est juste là, et une analyse qui a été faite aussi de manière indépendante, donc par le laboratoire. Et on retrouve une différence significative, même si quand même en valeur absolue, c'est différent. Mais ça reste une différence significative. Ce schéma, ça reprend ce qu'on a présenté dans les résultats, avec quand même plus de sténose de moins de 30% au sein du groupe lithotripsie. Et le test d'hétérogénéité ne montre pas de différence significative entre les centres. Là encore, c'est tout en faveur de la lithotripsie, donc en termes de dissection importante ou de nécessité d'un geste supplémentaire, donc dilatation ou pose d'un stent. Au niveau du critère de jugement secondaire, donc évalué à 30 jours actuellement, les auteurs nous disent que tous les critères étaient comparables, sauf au niveau d'un des tests de répercussion clinique, qui était plus en faveur de la lithotripsie de manière significative. Pour ce qui est du critère de reprise endovasculaire selon la répercussion clinique, il y avait un cas dans chaque groupe, donc il n'y a pas de différence. Pour les événements indésirables majeurs, tout est plutôt péjoratif pour le groupe angioplastie au ballon simple, avec 2 cas, perforation, embolisation distraite. Donc, finalement, en discussion, donc, le critère de jugement principal présente une différence significative même après ajustement. Il y a donc, comme je disais, une pression d'inflation qui est plus basse au sein du groupe lithotripsie. La nécessité d'un geste supplémentaire est moins fréquent dans le groupe lithotripsie. Et il n'y a pas d'événement indésirable majeur au sein du groupe lithotripsie. Donc, le point fort de cette étude, c'est quand même une population large qui a été étudiée. Il y a un ajustement qui a été réalisé, donc ça nous permet de valider un peu plus les résultats. Et juste par rapport aux critères de jugement, les auteurs nous précisent quand même que c'est la seule étude qui s'intéresse en fait au succès post-préparation par rapport aux autres études qui s'intéressent plus souvent au succès après préparation et traitement. Donc, petite parenthèse sur le taux de perméabilité du stenting fémoropoplité. Effectivement, il y a quand même au sein de la littérature une résistance de 19 à 37% à 1 an. C'est encore plus faible lorsque les lésions sont calcifiées et encore plus faible quand on a des stentomies. Sachant que dans cette étude, je ne l'ai pas précisé, mais dans les stentings qui ont été réalisés, donc qui étaient plus fréquents dans le groupe angioplastie au ballon simple, c'était plus fréquemment, dans 90% des cas, des stentomies qui ont été posées. Donc, il manque des études sur la comparaison par rapport à d'autres techniques de préparation telles que l'artériectomie. Et on attend encore donc, les résultats sur le long terme, mais on pourra se poser la question si ces résultats seront liés du fait de la préparation ou du traitement qui est suivi. Donc ensuite, ce qui sera intéressant de réaliser, ce sera des études de coût-efficacité. Et il y a quand même un biais sur l'évaluation qualitative, donc la répercussion clinique en post-opératoire, puisque l'investigateur est au courant du traitement reçu, de la préparation reçue. Et comme je disais, on attend les résultats sur le long terme. Voilà. Merci. Merci. Allez, questions? Non, pas de questions. En fait, là où c'est très intéressant, ça, parce que c'est une des premières études, si ce n'était pas la première,
qui s'intéresse à l'intérêt de la préparation du vaisseau. Parce que dans le diagramme de traitement, il y a l'accès, donc l'approche, voie radiale, voie brachiale, fémorale, antégrade, rétrograde. Il y a le franchissement de la lésion, intraluminale, sous-intimale, comment on réentre, etc., avec des styles de réentrée. Et puis, avant le traitement final, il y a quand même la préparation du vaisseau. Et la préparation du vaisseau, on l'a fait au ballon. Et on sait qu'il y a d'autres dispositifs comme l'atérectomie, les ultrasons, etc. L'atérectomie, il n'y a aucune étude valable qui évalue l'atérectomie. Et pour la première fois, en fait, là, les auteurs évaluent le shockwave, donc les ultrasons, comme outil de préparation. Donc là, ce que tu donnes, c'est intéressant parce qu'on a des données sur l'efficacité péropératoire. Il semble quand même que le vaisseau semble mieux préparé que le ballon. Après, l'objectif, ce n'est pas de mieux préparer le vaisseau, c'est d'avoir de meilleurs résultats. Donc bon, on verra. Alors, peut-être un des biais majeurs qui se profile, c'est la différence en fait, de traitement qu'il peut y avoir entre les deux groupes, surtout s'il y a l'utilisation de stents tenus plutôt que de stents actifs. Parce qu'on sait, depuis la semaine dernière, que les stents actifs enfin, un stent actif fait mieux que les stents tenus. Donc ça pourra peut-être... mais bon, déjà, c'est la première étape et pas mal. Oui, on parle un petit peu des résultats coronaires ou pas dans la discussion? Non, ils n'en parlent pas du tout, mais effectivement, c'est réalisé au niveau coronaire, hein, la lithotripsie. Moi, j'ai vu des articles où ils le font même, enfin, c'est dans les recommandations aussi pour les cardiologues. Après, je n'ai pas précisé, je ne sais pas les résultats. Ça fait partie Ça fait partie, mais ils n'en parlent pas. Et la classification dont tu parlais, classification ouais. Parc. Oui, avec les zones de plus de 180 degrés, c'est ça, non? Bah, c'est ça. Voilà. C'est quand même fréquent, plus de 180 degrés. Bah, c'est ce que j'ai compris dans la classification. Enfin, j'ai peut-être mal compris mais bof, ça, enfin, c'est ça, 180 degrés. C'est difficile, je trouve, parce que c'est des appréciations semi-quantitatives. Hein, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment... C'est des plaques semi-circonférentielles. Oui, c'est ce que j'ai compris. Semi-circonférentielles. Et c'est apprécié par radiographie, par scanner, comment ils font ça? Je crois que c'était l'artériographie. Donc c'est péropératoire? Oui. Et ils relisaient quand même aussi des échos de plaques préopératoires. D'accord. Par le laboratoire indépendant. C'est pas la surface du vaisseau. Enfin, c'est pas les. Non, c'est un intra. C'est la plaque. Intralinéaire. Alors, ce qui va être difficile aussi de comparer ces résultats par rapport à ce qu'on connaît notamment sur le ballon actif, c'est que tout ce qui est classification sévère, donc ça représente, je crois, la majorité des classifications ici, hein, oui, ont été exclus des études randomisées sur les ballons actifs. C'est-à-dire que dans les critères d'exclusion des études randomisées, il y avait classification sévère. Donc ces patients-là, finalement, n'ont pas été évalués avec des ballons actifs. Et ça faisait aussi partie souvent des critères d'exclusion des stents actifs. Donc, on est un petit peu dans le flou en termes de résultats. Et à côté de ça, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on sait que les classifications, c'est difficile techniquement, toujours d'aller à travers, enfin, ça pose des problèmes techniques, préparation, de franchissement, mais il y a des études qui ont montré que les gens qui avaient des classifications très sévères prostanosaient moins que les patients qui avaient peu de classification, comme si c'était un facteur de stabilisation de la plaque. Et donc là aussi, on est un petit peu dans le flou en termes de pronostic, parce que c'est pas si évident que ça, finalement, que les classifications soient, au niveau fémoral superficiel, soient un facteur de rosténose. On sait que c'est un facteur de morbidité qui peut des débats. Parce qu'il y a des scores calciques, plus le score calcique est élevé, plus les patients risquent de décéder de maladie cardiovasculaire. Mais sur la fémorale superficielle, en termes de rosténose, c'est pas si sûr que ça. Et en carotidien, c'est évalué aussi en carotidien. Les gens disent que les plaques très calcifiées sont des facteurs de stabilité. Il parlait si vous avez des recanalisations sous-intimales, vous l'utilisez ou pas? Vous avez des techniques en intraliminal, parce que même le matériel de lithotripsie, je pense. Enfin, il ne le précise pas. Il ne précise pas. C'était pas dans les critères d'inclusion d'exclusion, le fait d'être intraluminal ou sous-intimal? Là, je m'en souviens. Non, quel est le taux d'occlusion? Parce que j'ai pas le taux
De lésions occlusives. Ouais, il n'y a pas beaucoup de lésions occlusives, j'ai pas l'impression. Tac, elles sont là. 3%, c'est pas colossal, quoi. C'est pas énorme. Hein. Quand on traite des lésions longues, faites pop, souvent on est à 80-90% d'occlusion. Donc ça, c'est pas beaucoup. C'est probablement pour ça qu'ils sont très intraluminales aussi. Ce qui paraît logique, parce que la sonde, il faut la mettre au milieu dépressif, quoi. Ce que tu disais, tu avais combien de complications que 2, c'est ça? Alors, les complications événements majeurs, il y en a 2 et c'est seulement dans le groupe angioplastie simple. Okay. Et elle n'a pas eu dans lithotripsie. Et en événement majeur, en gros, c'était la perforation ou l'embolisation. Voilà. Un cas de perforation avec une angioplastie prolongée, un cas d'embolisation qui a une sténothrombectomie chronique. C'était pas avec C'était pas avec la lithotripsie, non. Merci Cassandre. À la prochaine.